Bonjour. Donc, voilà. Donc, je me présente, Amélie Tintin. Je suis responsable de la structure Gualabel. Je vais peut-être vous présenter Gualabel avant qu'on démarre, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas la structure. Gualabel, c'est une association qui existe depuis maintenant 17 ans. C'est une association de promotion de la culture urbaine. Donc on fait beaucoup d'insertion par la culture urbaine. On organise des manifestations telles que la fête de la musique urbaine au Memorial Act. On organise le salon de culture urbaine Carolari depuis 3 ans déjà. C'est un salon de culture urbaine, ça veut dire qu'en fait ça dure 3 à 7 jours. Donc il y a des ateliers, il y a des professionnels qui viennent, qui donnent des masterclass, il y a des formations qui sont données, il y a des rencontres pro, il y a des showcases d'artistes. Ça dure maximum une semaine. Et c'est un moment d'échange en fait pour montrer en fait le potentiel économique de la culture urbaine. Donc on travaille, nous, à Gualabel, beaucoup sur comment des artistes de culture urbaine, des jeunes issus de la culture urbaine, peuvent vraiment, avec cette passion en fait, pour la musique, l'art, parce que c'est hyper vaste la culture urbaine, à un moment, Steve l'a dit hier, mais comment en fait, avec cette passion, ils peuvent créer leur emploi. Ils peuvent créer des projets et ils peuvent réellement avoir une valeur économique. Leur passion a une valeur économique. Et que si elle est vraiment bien développée, mise en place, eh bien, ça peut donner quelque chose d'intéressant. On fait beaucoup de mobilité, donc il faut savoir que Gualabel existe aussi à Montréal. On a donc nos locaux aussi à Montréal. On fait énormément de mobilité depuis maintenant 5-6 ans. On développe, on fait partir des jeunes issus de quartier. Donc on travaille beaucoup pour ce projet-là, on travaille sur la zone de Cap Excellence. Donc on fait partie des jeunes issus de quartier. On va dire qu'à l'année, on en fait partie. Oups. Oui. On fait partir des jeunes issus de quartier. On fait partir à l'année une vingtaine de jeunes à qui on permet de découvrir en fait le milieu social, social, professionnel, en termes de formation au Québec. Donc on fait énormément d'échanges avec des professionnels là-bas qui accueillent ces jeunes et qui leur permettent d'avoir un échange professionnel, de voir en fait qu'est-ce qu'ils peuvent porter ensemble, de trouver un stage, trouver une formation ou autre. Voilà. Ça présente à peu près Gualabel. Depuis aussi, on va dire, une dizaine d'années, on anime maintenant des ateliers d'estime de soi par la culture urbaine. Parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, de travailler sur l'estime de soi. Je pars de là et je me sers d'outils de la culture urbaine, puisque je suis moi-même un bébé de la culture urbaine, quoi. Je suis une ancienne rappeuse. Ancienne, non, je continue de rapper en vérité, donc je ne peux pas dire que je suis une ancienne, je suis juste une vieille rappeuse. Je suis une maman aussi. Ça veut dire que j'ai fait mes enfants bercer aussi dans cette culture. Et mes enfants m'ont appris énormément, parce que la plupart des ateliers que j'ai développés, je peux dire que c'était mes cobayes. C'est d'ailleurs d'eux que j'ai tiré certaines choses. C'est avec eux que j'ai beaucoup en fait, discuté de ce qu'il fallait peut-être utiliser ou pas. J'ai presque 40 ans, donc je ne suis pas de leur génération.
Mais ma première fille, qui a maintenant 20 ans, avec elle, on a développé pas mal de choses. Aujourd'hui, elle a pris le relais, elle prend le relais, elle fait des ateliers aussi avec moi. Donc ma fille, qui était l'un de mes premiers repères, en tout cas ma première, mon aînée, avec elle, on discutait beaucoup en fait. C'était hyper intéressant pour moi en tant que maman de voir qu'une enfant que j'ai fait grandir sous du booba, qui est hyper misogyne des fois, avec des musiques qui des fois en fait ne vont pas plaire à tout le monde, ou en tout cas que tout le monde n'écoutera pas, comment cette jeune fille, c'est une jeune fille magnifique, voilà, qui va bien dans sa tête, qui a une assurance en tant que femme, et qui sait où elle en est en fait dans la vie. Donc c'était hyper intéressant pour moi de voir en fait l'échange que je faisais avec mes enfants et que je fais toujours avec mon plus petit qui a 9 ans, ma seconde qui va sur ses 16 ans. Mes enfants m'ont permis en fait de vraiment prendre des températures à chaque fois sur ce qui se passait dans leur école, ce qui se passait avec leurs amis, quand ils venaient à la maison, de quoi ils parlaient. L'évolution avec les réseaux sociaux. Moi, quand ma première fille est née, enfin, je crois que c'était les premiers portables en 1998. Et aujourd'hui, on a WhatsApp. Et des fois, même moi, je suis dépassée par WhatsApp. Ce qui se produit sur WhatsApp, les vidéos que je vais avoir alors que je n'ai même pas demandé, des gens qui me parlent alors que je ne les connais pas, qui me disent qui es-tu ? Je ne connais pas, moi non plus, donc qui vous demandent, ils ont votre numéro, donc ils se demandent pourquoi vous êtes sur leur écran. Enfin, des trucs qui, voilà. C'est aussi des choses qui nous arrivaient avec Skype, dans l'absolu, puisque des fois on faisait que recevoir des appels de Tunisie. Mais c'était intéressant pour moi de voir avec mes enfants et de vivre cette évolution en fait numérique, de voir comment une information pouvait circuler hyper rapidement, mais les conséquences aussi de cette rapidité dans leur processus, comment ils prenaient une information. Déjà nous qui adultes, des fois on a une vidéo des fois d'une extrême violence, comment on va le prendre, des fois ça va créer beaucoup de chocs chez nous. Donc, ce que ça peut créer chez eux, c'était hyper important pour moi d'en parler avec eux. Et plus je parlais avec mes enfants, plus j'ai eu envie, en fait, ils ramenaient leurs amis, donc ce qui fait qu'on discutait, puisque la structure existait, on avait nos locaux, et donc finalement, ils viennent avec leurs amis. C'était important pour moi de voir, d'aller palper ailleurs, de voir ce qui se passait dans les établissements. J'ai beaucoup travaillé d'ailleurs dans les établissements scolaires. À la base, j'ai beaucoup travaillé en établissement scolaire. Je travaillais à Kermadec et j'ai travaillé aussi à Michelet. Donc, en travaillant en fait aussi dans les établissements scolaires, je voyais les problématiques des enfants. Je voyais qu'ils se sentaient, il y en a qui se sentaient rejetés. Mais pourquoi ils se sentaient rejetés ? Il y avait une violence extrême. Moi, je trouve que les enfants sont hyper violents entre eux. Je regarde une cour de primaire, même moi, je suis des fois hyper choquée par la violence des enfants. Alors, j'avais pas beaucoup de choix devant moi. C'est soit je me plaignais, soit j'agissais. Je ne pouvais pas agir que pour mes enfants parce que c'était comme leur apprendre de subir une vie et finalement d'avoir des outils et d'être face à des gens qui, eux, n'ont rien aussi. Donc l'intérêt pour moi aussi était d'aller dans les établissements et de commencer aussi à faire un travail avec d'autres enfants. Parce que comme on dit, c'est Grandiri qui a fait ça Gdiri. Donc je me disais que si on commence, même si c'est sur une dizaine de personnes, même si c'est qu'un seul enfant qui commence à être intéressé par ce qu'on lui dit, c'est toujours un enfant, en fait. Et un enfant a un ami, ce qui fait que ça en fait deux. Et ça se multiplie, en fait. Donc, l'idée, c'était de voir comment on pouvait commencer à faire un travail tous ensemble. Et du fait d'avoir déjà travaillé en établissement, c'était hyper facile pour moi d'approcher certains établissements scolaires pour faire des expérimentations. J'ai beaucoup fait d'expérimentations parce que je ne pouvais pas arriver avec un propos tout établi.
et croire que moi-même, parce que je connaissais des situations, j'avais la réponse à tout. Donc c'était important aussi pour moi de faire des expérimentations et des expériences. Ça paraît un peu, voilà, c'était pas des rats de laboratoire, mais c'était important pour moi aussi de me remettre aussi en question face à ce que je pensais être juste aussi. Parce que la vie est en 3 dimensions, on n'est pas, les choses ne sont jamais linéaires. Donc c'était important aussi pour moi de me confronter à ces jeunes qui aujourd'hui avaient d'autres choses avec lesquelles ils étaient nourris. Moi, le rap de mon époque n'est pas le rap actuel. Moi, ce qui m'a donné envie de faire de la musique, aujourd'hui, c'est pas de la même chose dont ils sont nourris. Je pourrais dire que c'est grâce au rap que je suis devenue la personne que je suis, et clairement, c'est grâce au rap que je suis qui je suis. Ça m'a créé une personnalité, et plus ça me créait une personnalité, plus j'arrivais à le mêler, plus Amélie Tintin et qu'il arrivait à rentrer en relation et que ça devenait intéressant pour moi. Mais les raisons et les artistes que je suivais à l'époque, comme le Wu-Tang Clan, comme Biggie, Tupac, c'est pas les mêmes qu'on retrouve maintenant, et c'est pas même si des fois des problématiques n'étaient pas si différentes. La façon de déverser l'information ne sera pas la même chez les artistes aujourd'hui. Et des fois, même moi, je trouve que la façon de déverser l'information est hyper virulente, hyper violente. Ma question était de savoir, parce que moi, en tant qu'artiste, je ne vais pas juger quand même la façon dont un autre artiste va déverser en fait ce qu'il a. S'il le déverse, c'est qu'il y a un ressenti. Et s'il y a un ressenti, et que le ressenti finalement est beaucoup plus facile à exprimer en violence qu'en douceur, il faut peut-être se poser la question de est-ce que véritablement c'est eux qui ont un souci? Est-ce que véritablement ce sont ces artistes qui s'expriment en violence qui ont un vrai problème? Est-ce que c'est pas la société dans laquelle ils sont en train d'évoluer qui doit se poser aussi des questions de ce qu'ils leur déversent? Parce que si ça devient hyper récurrent, s'il y en avait qu'un seul, bon ben, on aurait pu se dire c'est un perdu parmi tant d'autres. Mais qu'aujourd'hui, ce soit quasiment cette violence qui devienne une norme et qu'un artiste conscient devienne quasiment hors norme, ça fait se poser des questions sur la société dans laquelle on vit. Et que ce soit plus facilement ces artistes, en fait, qui relâchent une violence. Et je réalise que même dans ceux que les gens choisissent d'aimer ou de ne pas aimer, hier, Fola vous a présenté plusieurs artistes locaux, mais quasiment la plupart des artistes locaux, même ceux qui ont été acceptés, avaient quand même une virulence de propos qui, même si elle est faite mélodieusement, on se pose des questions. Je veux dire, à un moment, tu parlais de Pondeux, de lyrics, on sait clairement que c'est de la trap music, ça va parler de bendo, ça va parler de drogue et autres, parce que il le lâche aussi clairement, mais tu as parlé aussi de Warped et de T-Camp qui vont peut-être plus facilement passer dans l'oreille, sauf que si vraiment vous pointez l'oreille, c'est tendancieux quand même, des fois. On peut se poser des questions aussi sur ce qui est dit. Ça veut dire que même si c'est dit mélodieusement ou de façon un peu plus violente, il faut peut-être se poser la question de pourquoi leur propos va plus facilement vers ça. Est-ce que c'est eux qui ont un souci ou ils veulent nous faire réaliser quelque chose? Et même s'ils ne veulent pas nous faire réaliser quelque chose, ils sont en train de nous dire quelque chose. Fola l'a dit hier, la culture urbaine, enfin les cultures urbaines, c'est énormément de choses. Et c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. En tout cas pour moi, c'est une culture qui est en perpétuelle évolution parce que les cultures urbaines sont nées de justement tous ces mouvements sociaux, tous ces changements, à New York par exemple, quand le rap est né, quand le rap a pointé son nez, c'était dans toute cette... à un moment, il a dit, c'était vraiment des champs de guerre, mais je veux dire, New York à cette époque, c'était Staten Island, le Bronx et autres, c'était des ruines. Il y avait des bâtiments, mais il y avait des ruines. C'était des quartiers qui étaient vraiment des quartiers très très pauvres et qui avaient comme un état de guerre. Il y avait des gangs, il y avait des... Voilà. Donc c'est
ce sont des cultures musicales, en danse, il y a des techniques aussi de vidéo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes en audiovisuel qui sont nés aussi des cultures urbaines. Il y a le visuel, donc les graphes, le graffiti, mais aussi les tags. Donc il y a déjà tout ce monde en fait. Ce sont vraiment des cultures à part entière et qui délivrent un message. Le graphe est passé de la rue à des expositions plus internationales. Des artistes sont nés, et de très très grands noms d'artistes sont nés du graphe. Même en Guadeloupe, maintenant, quand on construit un immeuble, ça devient intéressant de faire venir un artiste de graphe et de lui faire égayer un peu les murs. Donc voilà, ce sont des cultures qui sont nées de tous ces changements sociaux. À un moment aussi, M. Otto a parlé de ces constructions aussi qui ont été faites, de toute la construction des rénovations urbaines, tout ça. Et en fait, les cultures urbaines naissent aussi de tout ça, prennent naissance dans tout ça. Il y a des problématiques qui naissent un peu dans tous ces bouleversements, dans tous ces changements. Il y a des codes qui naissent, des codes vestimentaires, des codes aussi dans la parole, dans des attitudes. Voilà, il y a les cultures urbaines ne sont pas des cultures hyper étrangères, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est quasiment devenu une culture populaire. Une culture hyper populaire. Parce que sans le réaliser, ou en le réalisant, on est tous un peu influencés par ces artistes. Je vais m'expliquer dans le sens où Samsung veut vendre un nouveau téléphone, il ne va pas aller faire de pub. Il suffit que Lil Wayne prenne le téléphone dans ses mains ou que Rihanna l'ait, il sera vendu. On veut vendre un nouveau style vestimentaire, la nouvelle Fenty de Rihanna qui fonctionne, qui est sold out avant même des fois d'être véritablement sorti. Le jour même, c'est sold out. Kanye West sort une nouvelle paire de baskets, sold out. Pharrell, enfin, ce sont des artistes qui sont appelés par les marques aujourd'hui pour des fois relancer les marques, parce que Puma était en perte de vitesse face à Nike et Adidas. Il a suffi que Rihanna arrive et c'est bon, tout le monde porte du Puma. Et des fois on ne va pas réaliser, mais quasiment toutes, on garde des petites choses, on est un petit peu intéressé par toutes ces petites choses qui se passent. Et cette culture urbaine qui, comme je vous dis, évolue énormément et en perpétuel mouvement, pour moi, la culture numérique la rejoint. Parce que maintenant, les home studios, les jeunes n'ont vraiment pas besoin d'aller dans un grand studio pour pouvoir faire sortir leur musique. Des fois, ça se passe sur un téléphone. Donc, la culture numérique a fini par rejoindre cette culture urbaine, ce qui est quasiment logique, puisque c'est dans toute cette évolution urbaine que le numérique est arrivé. Et aujourd'hui, ce média, puisque c'est un média, que ce soit avec les réseaux sociaux, c'est sa force mais aussi ses faiblesses, puisque ce média fait que les choses deviennent accessibles, faciles. Mais est-ce que c'est si bien des fois? Est-ce que c'est si mal des fois? Donc, je me sers un peu de tout ce qui se passe dans le monde, ici en Guadeloupe, pour pouvoir commencer à animer mes ateliers. Donc, dans mes ateliers, on va pouvoir on va peut-être être appelé dans une classe pour parler de violence, parce qu'il y a eu un souci de violence dans l'établissement, où il y a eu un souci de violence dans la classe, et certaines assistantes sociales ou des CPE vont nous contacter pour pouvoir faire des ateliers avec une classe avec qui ils ont des difficultés de rapport. Et ils se demandent en fait si nous, on arriverait peut-être plus facilement à établir un dialogue avec eux. Je vous avoue que la plupart du temps, on n'a jamais été quelque part où on n'arrive pas à établir un dialogue. On n'a jamais été dans des classes pour être rejeté par les élèves.
même quand ce sont des classes difficiles et où on s'attend à du bruit, ben, ça se passe hyper calmement, toujours. Et on arrive toujours à avoir un échange avec les élèves. Et qu'il soit immédiat, qu'il soit plus tardif. Parce qu'on va leur dire où on peut nous trouver, ils vont nous trouver rapidement sur les réseaux sociaux, on va nous parler assez rapidement en privé. Je laisse mon numéro professionnel assez facilement, ce qui fait que sur WhatsApp, des jeunes vont venir me parler assez facilement. On organise quand même pas mal de manifestations, ce qui fait qu'ils viennent aussi à nous. Ils se portent volontaires pour être bénévoles, pour travailler au sein de la structure et pour voir ce qu'on fait, ce qui fait qu'ils nous suivent énormément. Et donc même quand on a été une fois dans un établissement, la plupart du temps, on retrouve au moins 1 ou 2, 3 élèves. Si on a une classe de 30, on a au moins 3 élèves qui par la suite viennent à nous. Toujours. Qui viennent nous faire écouter leur musique, qui viennent nous dire « Ah mais moi j'adore faire ça en fait et je voudrais vous montrer ». Donc on les accueille. On peut les accueillir en atelier, parce qu'on fait des ateliers aussi en milieu donc ouvert, on fait des ateliers aussi dans nos locaux. Alors notre principal local se trouve à la maison de quartier de Vieux-Bourg à Lille. Donc on est en plein cœur de plein de choses. Mais on intervient, on peut être à la maison de quartier de Raspail, on peut être aussi à la maison, au centre culturel du Rizé. Enfin, on voyage. Dernièrement, on a été invité à Rivière-des-Pères, ce qui était super d'ailleurs, qui était une superbe rencontre, et on espère qu'on va pouvoir continuer les échanges là-bas. On est reçu à des haies, bon ben, on commence à la rentrée des ateliers avec des haies. On est appelé à Cap-Esther, on se limite pas. C'est vrai qu'on a commencé à agir sur la zone de Cap-Excellence, mais aujourd'hui, on commence vraiment à agir un peu plus largement. On est appelé à Pointe-Noire, on est appelé à vraiment beaucoup d'établissements. On était à Port-Louis, on était à Bornalo. Enfin, on va là où on nous appelle, il n'y a pas de souci pour nous. Je vous avoue en plus que des fois, on le fait gratuitement. Parce que je ne crois pas que l'argent doit être un frein. Voilà. Je ne crois pas que l'argent doit être un frein, même si c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Mais en tout cas, chez nous, ce n'est pas le frein. Si un établissement nous dit bon ben on n'a pas de finances actuellement, ben on aimerait bien que vous fassiez un atelier, on trouve toujours un moyen, c'est l'essence qui paye, nous ça nous va. Parce que c'est pas pour dire que ça doit être une norme la gratuité. Mais en tout cas, c'est pas si on se cache derrière ça, déjà en fait on fonctionne sur un schéma qui bloque énormément de personnes. Et on ne veut pas se bloquer financièrement parce que justement les jeunes qu'on veut toucher, si on s'arrête sur le financier, ben, on n'y arrivera pas. Voilà. Aujourd'hui, on est même appelé par le SPIP pour animer des ateliers en prison avec des détenus grande peine, pour commencer aussi des discussions sur plusieurs points, plusieurs choses. Et c'est vraiment des choses qui nous intéressent. Déjà d'une, dans la rencontre avec les publics différents. Je vous avoue que tous les publics sont différents et à chaque fois, on apprend des choses. Et à chaque fois, moi, j'en sors grandi. Je ne viens jamais avec l'idée de la connaissance suprême. Je sais ce que je viens apporter, mais je ne sais pas du tout comment je vais sortir de là. Et je suis très freestyle. Peut-être que c'est le côté MC. Je suis très freestyle. Ça veut dire que on me donne le sujet, le texte viendra tout seul. Voilà. J'utilise des outils. Alors aujourd'hui, je vais essayer de... Je parle beaucoup, je suis désolée. Mais je vais essayer de vous montrer à peu près comment... qu'est-ce que je peux utiliser dans une séance avec les élèves sur différents thèmes. Je vais vous prendre des choses qu'on a déjà utilisées ces dernières années. Mais on va toujours démarrer. Alors, j'ai une façon de démarrer les séances qui est assez similaire. Voilà, j'utilise vraiment ce qui circule. On pioche dans ce qui circule. Donc, ça prend différentes formes. Par exemple, je vais vous faire écouter des musiques. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas. Mais si vous voulez,
On va en discuter. Je voudrais faire écouter le Migos à la Montana. Vous avez déjà entendu ce morceau? Vous savez de quoi ça parle? Pour ceux qui ont des enfants, peut-être que vous les avez déjà entendus entendre ce morceau, écouter ce morceau. C'est un morceau qui date quand même maintenant, hein, de 4 ans, je crois, si ce n'est plus, je sais plus. Mais vous l'avez déjà forcément entendu, je pense. Même si c'est pas vous qui l'écoutez, il y a une grosse voiture qui passe à côté et qui crie à la Montana. D'accord. Je vais faire écouter un autre, c'est le Oti Genesis. Lui aussi, je pense que vous l'avez forcément aussi déjà entendu. En plus, c'est des morceaux qui passent en radio. ça vous dit quelque chose? Il y a des têtes qui se bougent, c'est trop bien. Ça veut dire que c'est un morceau qui vous parle. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais ça, musicalement, ça bounce. Vous connaissez ce morceau aussi. Vous savez de quoi il parle, ce morceau? Exactement, ce morceau parle de cocaïne. Je veux dire, ce morceau dit « I'm in love with the coco », je suis amoureux de la cocaïne. Il dit même dans ce morceau que le premier numéro qu'il a sur son téléphone, sur son répertoire, c'est le numéro de son dealer et pas le numéro de sa meuf. D'ailleurs, sa meuf, elle passe après. Il te dit même quasiment la formule un peu de... Il parle du bicarbonate de soude. D'ailleurs, le refrain est dessus. Des fois, moi, je rigole beaucoup avec les enfants parce que sur le refrain, en tout cas, il dit à un moment baking powder. Ça donne, c'est bad en anglais, ça fait un bel effet. Sauf que si on le traduit, bicarbonate de soude, ça donne un peu moins, tu vois. Mais, donc, je vais peut-être me servir, par exemple, à cette époque où ces morceaux passaient vraiment beaucoup, je les ai utilisés. Je les ai utilisés sur des ateliers où on va pouvoir parler de drogue. Autant sur le I'm in love with the coco, on va a priori vite comprendre qu'il parle de cocaïne, sauf quand on veut se cacher un peu, se voiler un peu la face. Il suffit un peu de regarder le clip aussi. C'est pas des clips en fait qui mentent de toute façon. Donc, I'm in love with the coco, c'est un morceau qui passait quand même quasiment. Il passait toutes les heures en radio et sur Trace TV. Là où moi, c'est mon avis, hein, après. Là où moi j'ai trouvé ça quand même particulier, c'est qu'un morceau sur je vais le dire, un morceau sur la marijuana, ça passera jamais. Ça passera jamais en radio. Parce qu'on va trouver ça, oui, l'apologie de la ganja, ça bien, tu vois, ça fait rasta. Sauf que ça passera jamais en radio. Mais en radio, vous avez souvent à l'heure au moins 3 ou 4 morceaux qui parlent, si ce n'est pas de cocaïne, de molly. La molly. C'est toutes les drogues en fait qui peuvent exister. La molly, c'est un petit médicament qu'on va prendre, LSD, toutes ces drogues qui existent, ça passe en radio. Et au-delà de passer en radio, c'est beaucoup dans les films, moi je trouve. Moi j'ai regardé, dans les séries, ouais. Mais moi j'ai été choquée parce que j'ai regardé 2 films qui, ça payait pas de mine. Hein. Il y en a un sur les bridesmaids, enfin sur les demoiselles d'honneur qui passaient une soirée pour pouvoir fêter une mariée le lendemain. Et pendant tout le film, elle prenait de la cocaïne.
pendant tout le film. Allez, on va reprendre un coup, ça va être bien. Il y a eu des films encore dernièrement qui, en fait, sont basés sur ça. On prend du LSD, on prend de la molly, on prend des... C'est d'une facilité, et je le redis, hein, vous verrez rarement un film qui sera basé sur le fait que quelqu'un fume un joint facilement. D'ailleurs, Snoop Dogg a sorti son film, il ne passera pas au grand écran. Il y a certains de ces films qui sont quand même au cinéma. Dope était au cinéma. Et c'est un film qui était basé sur ça. Je ne suis pas en train de jeter la pierre, mais je veux juste attirer l'attention en fait sur des choses qui paraissent normales en fait comme ça. Hannah Montana, c'est un morceau qui vous paraît qui peut paraître hyper cool, mais Hannah Montana, dans tout le morceau, il parle de molly ou de cocaïne. Hannah Montana, c'est de la molly. En fait, ça s'appelle, il y a de la molly qui s'appelle Hannah Montana. Pourquoi? Parce que Hannah Montana, donc Miley Cyrus en prenait tellement qu'il y a même de la molly qui a pris son nom. C'est tout. Elle sniffait tellement et elle prenait tellement de molly qu'ils en ont donné le nom. Hannah Montana, c'est de la molly. Elle-même, c'est une artiste qui est écoutée par beaucoup de personnes, et elle avait des morceaux qui passaient en radio, dont un qui s'appelait Molly. Party with Molly, nanani, nanani, nanana. Ça paraissait super, c'est entraînant, je passe une soirée avec mes amis et tout ça. Sauf que Party with Molly, Molly, c'est de la drogue. C'est pas une pote, Molly. Voilà. C'est des choses en fait que je vois que peut-être vous ne réalisez pas, mais c'est au quotidien. Il y a une espèce de normalité qui a été introduite dans nos cerveaux. Moi, j'appelle ça du subliminal, de l'ancrage aussi. En PNL, on appelle ça de l'ancrage. Mais c'est clair qu'un enfant qui, pour moi, de 3 ans, 4 ans, qu'on laisse chanter I'm in love with the coco, et qu'aujourd'hui on ne trouve pas dangereux parce qu'il pense que c'est du coco, parce qu'on a sorti ça. Et moi, je dis qu'à force qu'il ait ce morceau dans la tête, ou des morceaux qui ressemblent à ça, le jour où on vient lui en proposer, I'm in love with the coco. C'est de l'ancrage, c'est du... en publicité, on fonctionne comme ça. Je veux dire, c'est plus on vous passe une pub, c'est de ouais, exactement. On va vous conditionner à penser que quelque chose devient normal et quelque chose est... C'est sympa, en final, de passer une petite soirée entre amis et de prendre la molly. Moi, j'ai déjà assisté à des soirées étudiantes. Oui, à mon âge. Mais j'ai assisté à des soirées étudiantes où ça devient quasiment normal. Mais tu veux pas? Non, mais attends, ça va être bien, tu verras, tu vas être super bien. Et dans la réalité, si t'es pas alerte, tu prends certaines choses assez facilement. Donc, on a parlé hier du purple drink, qui en fait est... Mais ce sont des choses en fait qui sont là, qu'on insère énormément dans la tête de nos enfants. Et souvent, on va croire... Je suis pas de ceux qui pensent au complot organisé. Mais je fais du marketing culturel. Et en marketing, il y a une notion de créer le besoin, de créer le public, de créer on va créer la demande. Et forcément, si on vous crée la demande, c'est qu'on est prêt à vous vendre quelque chose. À se poser la question, est-ce que c'est le petit gars de Vieux-Bourg qui gagne quelque chose ou d'autres? Parce que c'est lui qui va finir en prison. Donc à qui profite le crime? Moi, c'est des questions que je me pose en tant que parent. Donc quand je rentre par exemple dans une discussion avec des enfants sur ce thème, je viens pas avec l'idée ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça tu devrais pas faire. C'est vraiment pas comme ça que je procède. Par contre, j'aime vraiment, je crois qu'hier, une personne l'a dit dans ses ateliers, dans ses groupes de parole, je veux qu'ils s'expriment, en fait. Je veux qu'ils réalisent. Moi, je leur mets les trucs, là. Qu'est-ce que t'en tires? Ça peut être 1 plus 1, ça fait 2.
mais on peut réaliser que finalement 1 plus 1, ben, lui va m'amener ailleurs, donc finalement ça fait 6. Et c'est pas logique, mais c'est ça logique. Donc j'ai envie d'entendre ce qu'il est en train de me dire, parce que j'ai envie de développer chez eux un esprit de réflexion. En fait, l'un des premiers objectifs de mes ateliers en milieu scolaire, c'est de créer la réflexion, de créer des personnes qui comprennent dans quel monde ils vivent, de créer des personnes qui ont l'esprit, qui peuvent réfléchir sur ce qui se passe autour d'eux, ne pas subir l'information, mais commencer à être acteurs aussi. Je veux que ces jeunes réalisent qu'ils ont un pouvoir entre les mains et que l'histoire, tant qu'on n'a pas fini de l'écrire, elle s'écrit. Et c'est la personne qui décide de tenir le stylo qui écrit l'histoire. On ne subit pas une vie. Et on ne subit pas un monde. J'entends beaucoup la société. Mais on ne subit pas un monde. Et on a la capacité de changer les choses. Des fois, avec eux, je vais sur le sujet de Martin Luther King ou Malcolm X. Quand on parle des drogues, je vous avoue que souvent, je vais vers le Black Panther Party. Parce qu'on est aussi dans un environnement de jeunes noirs. Et c'est une notion qui, pour moi, aussi est très importante. Je travaille énormément sur l'image des jeunes noirs, et des jeunes femmes noires, et des jeunes hommes noirs. En tant que mère, parce que je suis confrontée aussi à des choses. Je veux dire, je marche avec ma fille de 16 ans, et depuis qu'elle a 10 ans, elle se fait citer dans la rue. Moi, ça me choque. Pète un câble. Mais je vais marcher avec un jeune homme de 10 ans. Des fois, on ne va peut-être pas réaliser quand on dit une femme subit énormément, il y a une pression sur une femme, sur une jeune fille déjà, avant même d'être femme, sur une jeune fille sexuellement, il y a des pressions pour moi, il y a une pression en termes de sexualité qui sont impressionnantes. J'ai élevé 2 filles, je vois ce qu'elles subissent, ce qu'elles vont facilement subir, qu'un jeune homme ne va pas subir. Donc des fois quand on dit oui, mais c'est pareil, ben non, c'est pas pareil. Je le dis, c'est pas pareil. Vous mettez une jeune fille de 15 ans qui marche, et d'ailleurs, je vous le dis même, et quand je reviens sur les choses, vous mettez une jeune fille blanche et une jeune fille noire, laquelle se fait draguer ou se fait happer et se fait appeler par des noms. Ça aussi, c'est très important aussi pour moi. Parce qu'il y a une conscience aussi que je veux créer chez ce jeune, parce qu'il faut savoir qu'il y a des insultes qui n'existent que pour les femmes noires. Je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que toutes les femmes noires le savent. Il y a des insultes qui n'existent que pour les jeunes filles noires. Gaza, il n'y a pas de Gaza blanche. Non mais, ça peut vous paraître être un propos hyper... mais, je veux dire, c'est une réalité. Il y a Beyoncé Coulibaly. On a plein d'insultes qui n'existent que pour les jeunes filles noires. Et souvent aussi des appellations sexuelles qui sont très très vite données aux jeunes filles noires. L'hypersexualisation de la femme noire. Est-ce que les clips en sont responsables? Est-ce que la société en est responsable? Je ne sais pas. Je me dis juste qu'à un moment, il faut vraiment changer les choses. Je sais qu'il y a beaucoup c'est Anne... j'oublie son nom. Amandine Gay. Amandine Gay, merci. Qui a fait un film dessus qui s'appelle Ouvrir la voie. Ouvrir la voie. Merci encore. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez jamais vu. C'est un documentaire qui est très très intéressant. Il y a des documentaires aussi qui sont faits sur une journée d'une jeune femme à New York. Le nombre de psys qu'elle va recevoir, combien de fois elle va se faire suivre. Il y en a aussi sur Bruxelles, une jeune femme qui avait fait ça. C'est important parce que ce sont des réalités.
J'aime bien aussi, lorsqu'on va parler de sexualité, d'hypersexualisation, de rapport homme-femme, ça c'est quelque chose que je peux utiliser dans un atelier en fait sur le rapport homme-femme. Parce que même là, le rap et les cultures urbaines sont souvent pointés du doigt. On va accuser le rap de misogynie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de misogynie en rap. C'est pas la seule musique. Moi, clairement, quand j'écoute de la bachata, c'est beaucoup plus misogyne et sexiste et violent envers la femme que ne l'est certains morceaux de rap, que ne le sont certains morceaux de rap. C'est même d'ailleurs sur ça que ce sont des musiques qui sont basées sur ça. C'est des musiques qui ont énormément de problèmes dans les pays espagnols parce que cela crée énormément de violence envers les femmes. Gasolina, c'est pas joli. Dame ma Gasolina, il parle de la femme. Enfin, c'est pas. Il y a des morceaux de bachata, de reggaeton qui sont beaucoup plus sales que ne le sont certains morceaux de rap. Et je vous le redis, c'est souvent d'ailleurs des musiques qui sont nées sur ça. Donc, le rap misogyne, pas de souci, on va souvent pointer Booba du doigt, on va en pointer d'autres du doigt. Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas juste ça son essence. Et forcément, en fait, si on ne va que vers ça et qu'on ne donne que ça à manger, ben, au bout d'un moment, s'il n'y a que du McDonald's, on voudra manger que du fast-food. Donc, si on subit le monde, on le laisse aller là où il a envie d'aller. Et il va plus facilement vers quelque chose qu'on a envie de vendre, quelque chose qu'on a envie de vous vendre, un way of life qu'on a envie de vous vendre. Moi, ça me pose souci dans l'image des jeunes hommes noirs qui est vendue. Que les jeunes hommes noirs se voient beaucoup plus facilement dealers ou sportifs que chefs d'entreprise. Donc je me sers de ça. Par exemple, attendez, je vais vous mettre une vidéo qu'on utilise. Alors on crée du support, on va chercher du support. Je crois que c'est la 3, si je ne me trompe pas. Dans support, la 3. Mais la musique, le son, il n'y a pas plus de son. Le son, il y a pas beaucoup. On met au début pour moi. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Donc il le met, enfin, le son. Drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody, grip the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a boost. My niggas is sad. We got better than 100 round two. Je crois qu'on lit les commentaires, c'est assez intéressant. Got better than 100 round two. J'écoute cette musique et j'ai 11 ans, mais j'aime bien, ça me donne envie de fumer, de la drogue et de baiser des putes. Il a peut-être pas 11 ans, hein. Qui sait, parce que sur Internet, on invente la vie qu'on veut. Mais c'est pas le seul commentaire qui était assez particulier sous la vidéo. Tu peux me la remettre au début, la vidéo? Parce que j'aime bien ce qui est au début. Nous, ce qu'on a choisi pour mettre au début. Vous connaissez cette série? Il y a beaucoup de bagarres dans cette série entre les femmes.
Guadeloupe. Ça a été partagé sur les réseaux. Voilà, ce morceau-là, il a beaucoup tourné aussi. Je veux dire, la plupart des figurants dans ces clips-là ne sont pas payés. Pas comme aux États-Unis où on peut construire une carrière de figurant. Enfin, voilà. Mikey Dengla, dont Kola a parlé hier. Ça, c'est un de ses morceaux phares. Voilà. Je veux dire, on comprend tout ce qu'il veut dire par africain. Là, il en a encore parlé hier. C'est un artiste de trap de la Guadeloupe, de Bimao. Donc là, ça c'est une vidéo de danse. Donc ça c'est les Bigos avec Baden Budgie, c'est un morceau qui a beaucoup fonctionné. Baden Budgie qui veut dire méchante et bourgeoise. Ma bitch is bad and bougie. Donc ça c'est Niska. Ça c'est Shensia. J'aime beaucoup la partie de ce clip. Je vous invite à la regarder, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui attendent pour rentrer. Et le garçon s'est fait recaler. Et les filles pour rentrer ont monté leur boutique. Et elles sont rentrées. D'ailleurs, ma petite taille, enfin voilà, elle ne dit pas non plus des trucs hyper. Yes. Elle ne dit pas des trucs non plus hyper recherchés en termes de paroles. On utilise des il y a des bouchons. Ça, c'est des vidéos qu'on va créer, par exemple, à Wallabel. Parce que nous, on regarde beaucoup les clips, on va regarder les trucs. Et comme je vous dis, moi, je suis une amoureuse de musique urbaine, mais je suis aussi une maman. Ça veut dire que j'ai la double casquette quand je regarde un clip et que mon fils débarque derrière, et des fois, je vais faire... Ne regarde pas. Mais il faut que je lui explique pourquoi. Donc, on en parle beaucoup avec mon fils. Mon fils de 9 ans, je parle énormément des choses avec lui. Parce que, je vous le redis, chaque atelier, les choses auxquelles je réfléchis, souvent ce sont mes enfants qui me les ont amenées. La problématique de réfléchir à l'image des jeunes hommes noirs, c'est mon fils qui me l'a amené. Je me suis demandé si, avec toute la bonne éducation du monde que j'aurais pu lui donner, est-ce que finalement, est-ce que je fais bien? Est-ce que il peut s'en sortir ou pas? Qu'est-ce qu'il risque? Enfin, oui, il va s'identifier à quoi en tant que jeune homme noir? Est-ce qu'il va s'identifier à ça, à des jeunes hommes noirs qui, je veux dire, la plupart des séries... En fait, il y a beaucoup de problématiques qui se posent. Moi, je prends aussi l'exemple des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, l'image des Noirs non plus n'est pas... Elle est hyper cliché. Hyper cliché. Je ne dis pas que ça n'existe pas, des dealers noirs. Mais est-ce qu'on peut réduire l'image d'un homme noir à ça? Et quand ça devient une norme, parce que ce n'est plus un cliché, puisque c'est quasiment utilisé comme argument de vente, argument pour pouvoir faire un bon film, argument pour pouvoir produire un bon CD, un bon truc, bon ben, la rue, les trucs. Est-ce que, en tant que maman, je me suis posé la question de qu'est-ce que je pouvais faire? Est-ce que je devais lui montrer d'autres images d'hommes noirs en vidéo? Mais je devais aussi lui expliquer toutes ces choses-là, tout ce qu'on est en train de lui vendre. Donc, on peut animer des ateliers depuis le primaire. Parce qu'au final, la discussion que j'ai avec mon fils, je peux l'avoir avec d'autres enfants de cet âge. Donc, on a animé des ateliers en primaire, on a même animé des ateliers en maternelle.
on a un autre propos, des fois on ne passe pas du tout par la parole. Mais il y a des réflexions que j'aimerais en fait que l'on ait. Comme je vous dis, je ne guide pas forcément la pensée. Je leur montre, quand on montre de façon condensée les choses, ben, c'est un peu plus virulent dans la tête. Ça rentre, ça fait un peu plus mal. Si vous regardez Empire, vous suivez toute la saison, ça ne va pas vous faire mal. Vous n'allez même pas vous dire que vous êtes en train de faire mal à votre jeune fille. Mais on parle beaucoup de l'image de la femme noire, bad bitch, angry. Moi, quand on me parle souvent d'ailleurs, des hommes vont vous dire « Ah non, mais moi, les femmes noires, elles sont tout le temps en train de crier. Elles sont tout le temps aigries. » Mais c'est pas vrai. Mais c'est ce qu'on vend. Moi, je regarde des séries. La plupart du temps, les femmes noires sont des femmes noires aigries. Je regarde Murder, Scandale, et même lorsque je regarde Grey's Anatomy, Bélé elle était remontée à chaque fois, toujours aigrie. C'est que elle qui gueulait. Les autres étaient au calme, mais elle, ça m'interpelle. Parce qu'au final, en tant que jeune femme noire, quand je vais voir ça, je vais avoir une image de la réussite d'une femme noire et une image aussi de ce que je dois... Je ne dis pas que c'est obligé. C'est pas obligé qu'on devienne toutes comme ça parce qu'on a regardé... Mais... Moi, je sais pas. J'ai plus souvent des images de jeunes filles qui sont en train de se battre comme Cookie dans la rue que des filles qui vont propager une parole. Récemment, je crois même, cette semaine, il y a un article qui est sorti, un interview de Nicki Minaj, parce qu'elle prépare son nouvel album. Et dans cette interview, il va vraiment un peu intéressant pour moi, parce que pour moi, Nicki Minaj est une vraie antithèse. Vraiment. Parce qu'elle délivre une image, et puis quand vous l'écoutez, c'est autre chose. Elle délivre une image de femme sexy qui se sert de sa sexualité, qui abondante et tout ça. Et puis quand vous l'écoutez, c'est autre chose. Dans cette interview, je vous invite à le lire parce que je sais que je finirai par m'en servir. Ben, elle dit qu'elle est abstinente sexuellement, qu'elle est célibataire et qu'actuellement elle pratique l'abstinence parce qu'elle veut se retrouver en tant que femme, elle veut reprendre possession de son corps. Et qu'elle explique dans cet article qu'elle ne réalisait pas l'impact qu'elle avait et qu'elle a pu créer une génération de jeunes filles qui a une autre image. Elle te dit qu'elle sait pourquoi elle aime être... Elle est exhibitionniste, elle l'assume. Mais qu'elle ne réalisait pas l'impact qu'elle avait sur les jeunes filles. Parce qu'elle a des propos hyper virulents sur les stripteaseuses, sur les strippers, sur les femmes, sur les travailleuses sexuelles. Avec Cardi B, ça a créé, il y a eu un espèce de choc quand deux morceaux à elle sont sortis dernièrement. Je ne sais plus si c'est dans Chun-Li ou dans Barbie, mais elle dit bien une parole qui dit « Moi, je ne suis jamais montée sur la barre pour pouvoir faire de l'argent. » Ça s'appelle un clash en rap. La façon dont elle a donné la lyrics, ça s'appelle un clash. Moi, je ne suis jamais montée sur la barre pour faire de l'argent et je n'ai jamais couché pour avoir un beat. Donc, parce que Cardi B, pourquoi, hier, il vous en a parlé, je ne sais pas si vous savez qui est Cardi B. Tu peux me mettre le morceau, le morceau qu'il a fait exploser aux yeux du grand public. Je pense que si vous l'entendez, vous verrez bien qui est Cardi.
absolument beauté. Say little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is blood shoes. Hit the school, I can get them both. I don't wanna choose, and I'm quick. Cut it off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now. I make money move. I don't dance now. I make money move. Ça veut dire qu'elle ne fait plus la stripteaseuse maintenant. Elle fait juste des mouvements d'argent. Ça veut dire que maintenant, elle se déplace que pour l'argent. Elle te parle de bloody shoes. Ce qu'elle porte, c'est des bloody shoes, des loups-boutins. Donc, elle est en train d'expliquer d'où elle sort. Mais ne deviens pas confortable avec moi parce que j'ai été une stripteaseuse, parce que voilà, elle connaît sa vie. Cardi B, en fait, ce morceau l'a fait exploser aux yeux du grand public. Aux États-Unis, elle est vraiment très, en ce moment, elle est très poussée parce que oui, c'est le rêve américain. En fait. Elle représente le rêve américain. C'était une stripteaseuse qui n'a pas d'éducation, qui, voilà, pour s'en sortir, elle a dû faire des injections, elle le dit elle-même, qu'elle a dû faire des injections dans les fesses. Pour pouvoir elle-même d'ailleurs fonctionner en tant que stripteaseuse, elle s'est trouvée laide, elle s'est trouvée hideuse parce que personne ne venait lui acheter des danses. Donc elle a dû refaire son corps pour qu'on puisse lui acheter des danses. Elle en parle des fois dans des interviews. Ces interviews, pour moi, sont hyper intéressantes. Moi, j'aime vraiment la façon dont Cardi B s'exprime. Je vous le dis parce que, oui, mais les stripteaseuses existent. C'est pas, moi-même, je ne lui jette pas la pierre. Parce qu'il y a, vous savez quand même que quand une étudiante ne s'en sort pas financièrement, que c'est beaucoup plus facile de trouver un sugar daddy. Ça existe. Donc je ne suis même pas en train de lui jeter la pierre et de dire que genre, c'est elle la mauvaise et c'est elle qui a vendu un truc. C'est pas la seule, je sais que Amber Rose a créé aussi tout son univers autour de ça. Et Amber Rose, en fait, elle est aussi le pire, c'est une ex-stripteaseuse. Je sais pas si vous savez qui est Amber Rose. Elle a eu un enfant avec un artiste qui s'appelle Wiz Khalifa. Elle sortait avec 21 Savage. En fait, c'est une jeune femme qui a énormément de chair, qui est, voilà, elle est très abondante. C'est une ancienne stripteaseuse qui vend un concept qui s'appelle, j'oublie, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, mais en tout cas c'est une slut. Slut. Voilà. Elle vend tout un concept de féminisme autour de ça. Je suis une slut, une salope. D'ailleurs, elle se dit bad bitch. Elle a écrit un livre qui est d'ailleurs, qui a été, comment on appelle, qui a été, oh mon Dieu, pourquoi le mot ne vient pas? Non, une best-seller. Excusez-moi, une best-seller qui s'appelait Bad Bitch. Comment être une bad bitch. Et elle donne toutes les techniques pour s'en sortir en tant que bad bitch. Voilà. C'est, elle le vend, voilà, c'est une extractive. Il y a Black China aussi, tout le monde parle aussi de Black China, mais elle aussi. Mais en vérité, vous allez voir, vous avez une image du truc qui est hyper, mais oui, mais elle représente un côté rêve pour certaines jeunes filles qui sont parties de rien, qui vraiment sont parties de rien, et qui aujourd'hui construisent une fortune autour de tout ce qu'elles ont, en fait. D'ailleurs, de tout ce qu'elles ont subi. Parce que je ne peux pas non plus dire qu'elles aient été actrices de leur vie. À un moment, Cardi B le dit. Je vous invite vraiment à aller voir, à consulter des interviews de Cardi B, notamment une interview de Click. Il y a aussi... je vous invite aussi à aller voir des Noisés. Noisés, parce que si vous voulez vraiment vous imprégner en fait de l'univers urbain, les Noisés sont des documentaires, reportages, qui sont, ça s'écrit Noisey. Moi je suis une fan des Noisés.
Ça vous emmène dans certains quartiers, à Compton, avec Kendrick Lamar. Vous allez d'ailleurs on dit Bompton, parce qu'on ne doit pas dire les C, parce qu'on est des Bloods. Donc, on vous emmène dans certains quartiers. Par exemple, je sais aussi que, comment il s'appelle, Childish Gambino, plus connu pour certains sous le nom de Danny Glover, a sorti un morceau qui s'appelle This is America, qui a beaucoup, qui est numéro 1, qui a détrôné Drake. C'est pas loin, c'est pas rien, hein, ça. Il a détrôné Drake. Il est au milliard de vues, en tout cas, il est vraiment très très vu. This is America, qui a choqué les Américains. Mais en fait, il montre comment, en fait, en Amérique, on est capable de passer d'un... On est choqué qu'un noir se soit fait assassiner par la police, et le lendemain, de danser comme des cons sur le nouveau truc, ou faire la nouvelle débilité qui va arriver, quoi. Et oublier totalement, en fait, l'histoire d'avant. Donc, ce morceau-là a beaucoup fonctionné parce qu'il a fait réfléchir sur les codes en termes de visuel qu'il a mis dans le clip. Donc, il y a des thèses sur tout ce qu'il a mis. Moi, je trouve ça super sympa, les gens qui ont pris leur temps d'écrire sur ce qu'ils ont cru détecter ou pas dans le clip. Je trouve ça vraiment dément. Mais c'est un morceau qui fonctionne vraiment. Et Danny Glover, en fait, donc Childish Gambino en tant que rappeur, a une série qui s'appelle Atlanta, qui, en fait, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, moi, je trouve que c'est filmé d'une façon, comment c'est le propos. Donc, ce sont des séries que je vous invite aussi à regarder, si vous voulez avoir une idée aussi de palper certaines choses. Au début, en fait, quand vous avez commencé à vous asseoir, il y avait une petite vidéo qui passait, c'était un teaser de Rapture. Alors, pour ceux qui ont Netflix, Rapture, si tu peux mettre la vidéo, j'ai mis en fait le teaser de celui que j'aimais le plus. Et je m'explique. Le Rapture, en fait, c'est le... Voilà, ça c'est le teaser en fait d'un des Raptures sur le rappeur T.I. Hier, Kola vous a parlé de Gucci Mane, qui est le prince qui se dit roi de la trap music. Enfin, il y a une guerre entre Gucci et T.I. pour dire qui est le premier à être le vrai roi de la trap. Bon, les dates parlent, c'est T.I. Les dates parlent, Gucci arrive bien après T.I. Et donc T.I. qui est vraiment un artiste très très respecté dans le sens où c'est le papa de la trap music. C'est le premier à avoir sorti un album de trap music. Et cet artiste, dans cet épisode, moi j'aime beaucoup Rapture, ce sont des reportages en fait, ce sont des reportages qui suivent des artistes de rap, de musique urbaine. Et ces artistes en fait sont souvent dans un cheminement, soit par rapport à leur réussite, ou par rapport à un point de leur vie. Et ce qui a été intéressant pour moi dans ce Rapture-là, en fait, avec T.I., c'est les questionnements en fait, qu'il s'est posé dedans en tant qu'artiste de trap. Donc voilà, la trap, on vous a fait écouter la trap. C'est une musique qui glorifie la rue, qui glorifie les armes, la drogue, qui glorifie l'argent sale, qui glorifie tout ça. C'est clairement ça la trap music. On ne va pas chercher de trap music consciente. La trap music, c'est ça. Et même si ça vous donne un indicateur sur ce qui se passe, la trap music, c'est une musique de bendo. Voilà. Et cet artiste, donc, qui s'est construit, qui a construit sa fortune en fait sur toutes ces musiques, dans ce reportage-là et dans un cheminement de recherche en tant qu'homme noir. J'aime énormément cet épisode parce qu'il part à la rencontre de plusieurs activistes noirs. Il y a une des rencontres que j'ai vraiment appréciées dedans, c'était avec Harry Belafonte, où Harry Belafonte l'a confronté en fait avec tout son bling-bling. Et où, en tant qu'humain, il a répondu mais, que oui, il y a du bling-bling, il y a des diamants, il y a tout ça, mais c'est sa famille qui est dessus. Il montre le visage de sa fille, il montre la photo de sa famille.
Et puis surtout, il dit qu'il essaye. Il essaye de changer. Il essaye de comprendre ce qu'il peut faire maintenant. Et c'est ce qu'on vous a expliqué hier un peu dans c'est pourquoi ne pas flageller forcément quelqu'un. Et je vous dis, quand on rentre dans une communication avec un artiste peut-être qui vous pose problème, quand tu rentres dans une communication, des fois tu permets à l'autre aussi de réfléchir. Et lui est rentré dans un cheminement où il a commencé à réfléchir à son impact. Et il a fait un court-métrage, et il a sorti en 2016 donc un album qui accompagnait ce court-métrage, qui s'appelait Us or Else, Let Us to the System. Donc c'est nous ou eux, une lettre pour le système. Et il parle de cet album, de ce court-métrage, et il explique que les radios n'en ont pas voulu. Il explique que c'est un album qui est hyper conscient, voilà, qui questionne énormément sur les hommes noirs, qui questionne sur le système, sur la politique, sur les assassinats, sur des choses, mais que c'est un album, malgré le fait qu'il soit TI, qui n'est jamais passé en radio et qui ne passe pas les clips, rien ne passe sur les médias. Et il explique qu'il a réalisé là que malgré tout ce qu'il pouvait faire pour essayer de changer les choses, qu'il existait des blocages à ce changement. On ne veut pas qu'il change des choses. Alors il le fait, il continue. Et j'aime vraiment, je vous dis, j'aime vraiment ce reportage dans le sens où on le voit dans une voiture où il sort, il te parle de sa soirée où il était dans un strip club, et tu le vois juste, la voiture où elle l'emmène dans une église en fait, où il va parler à des jeunes. J'aime vraiment ce côté-là parce que c'est le côté de l'homme qui veut vraiment réaliser qu'il a un impact et changer l'impact qu'il a. Il y a une vidéo que je veux vous montrer aussi parce que pour moi ça va à peu près dans ce sens et je sais aussi que je l'utiliserai en atelier, celle de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, donc vous connaissez Kendrick? Kendrick, c'est un artiste hip-hop hyper militant qui a eu plusieurs prix, en plus en ce moment. Je crois qu'il a eu le Pulitzer, c'est ça. Il a été aussi récompensé encore dernièrement. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo qui a été faite par des personnes présentes à son concert. Elle a beaucoup tourné cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Vous l'avez vu? Tu peux ou non? Donc il a fait monter une jeune femme qui était dans le public. Pour chanter un de ses morceaux. All got along, they probably got me down by the end of the song. Seems like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I'm like, Elle a dit le N-word. Elle a dit nigger. Et là, il arrête. Il a arrêté 2 fois. Il l'a arrêté une première fois. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend pas pourquoi il arrête la musique. Et il lui explique qu'elle ne doit pas dire le mot à elle. On va mettre des règles. Elle n'a pas le droit. Il y a un seul mot qu'elle doit retirer dans tout ce qu'elle est en train de chanter. Et elle s'excuse. Elle dit, je l'ai dit, oh mince, excusez-moi. Je m'en suis pas rendu compte. Il la refait chanter et elle le redit. Donc il continue. Elle est un peu gênée. Donc là, elle l'a pas dit.
De toute façon, je vais m'arrêter et comme ça, on va pouvoir... Mais moi, par exemple, cette vidéo, elle m'a interpellée. Ben oui, elle ne devait pas dire le mot en haine. Elle ne devait pas dire nigger. Mais, pour moi, on l'a rendu confortable, ce mot. On a rendu ce mot hyper confortable. Ta musique le dit, toutes tes paroles le disent, mais comme elle est blanche, elle n'a pas le droit de dire le mot nigger. Ça veut dire que quand elle écoute ta musique, elle doit s'auto-censurer elle-même, tout de suite auto-censurer son esprit. Et dès qu'elle entend nigger, il doit y avoir... Et on entend souvent nigger. À se poser la question si c'est peut-être pas lui qui devrait modifier les paroles de ses chansons. Parce que ce mot-là, le mot en haine, il y a beaucoup de polémiques dessus aux États-Unis. Négro, c'est une insulte à la base. Les rappeurs ont estimé le récupérer pour en faire une force. Beaucoup de personnes, ça a souvent créé des dissensions. Je me rappelle de Maya Angelou qui s'était opposée à Common sur ce mot, où elle estimait, vous connaissez Maya Angelou? Parce que je suis fan de... elle s'était opposée à Common en disant que pour elle, on ne pouvait pas faire d'une insulte une fierté. Et on devait modifier les mots utilisés. Je crois que juste après aussi ça, Charlemagne, qui est un chroniqueur, enfin une personnalité de la radio aux États-Unis, avait fait aussi une petite chronique en donnant un bonnet d'âne, bien sûr, à la jeune fille parce qu'elle avait osé dire le mot, mais il avait émis une hypothèse qui était hyper intéressante, où il a dit à la fin, mais est-ce que c'est pas à nous de retirer ce mot aussi des musiques pour pas qu'il devienne confortable? Et est-ce qu'on ne devrait pas utiliser king, des rois, reines, autre chose, mais quelque chose qui nous représente différemment pour rendre des personnes... Parce que la musique rap est devenue une musique hyper populaire. C'est quand même une musique numéro 1. Ça veut dire que les artistes qui vendent le plus, jusqu'à maintenant, on regarde les billboards, Drake, Lil Wayne et tout ça, ils ne sont pas détrônés. Il y a des artistes à un moment, les artistes de country étaient numéro 1 aux États-Unis. Maintenant, les artistes de rap et les artistes de country ont la part belle. Donc, si on rend un mot hyper confortable et qu'on le prend pour une insulte dans la bouche de quelqu'un d'autre, et que cette autre personne est notre public aussi, moi, en tout cas, ça m'a posé problème de le voir arrêter cette jeune fille. Déjà, pourquoi l'avoir fait monter? C'est aussi le côté pervers du réseau et des réseaux sociaux, c'est qu'on va tomber sur plein de choses. On va tomber sur des choses qui nous font réfléchir, mais on va tomber aussi sur des choses qui sont laides. Et quand on tombe sur les choses qui sont laides, on se rend rarement responsable de la laideur de ce qu'on voit. Mais on est responsable de la société, pour moi, on est responsable de la société dans laquelle on est. Et la seule chose que je suis capable de faire, c'est de porter ma pierre à un autre édifice. Voilà. Je m'arrête parce que sinon je parlerai. Alors, ce que je vous propose, on va changer de micro. Félicitations pour ton intervention. Et vraiment, comme hier, hein, si quelqu'un veut exprimer un ressenti, poser une question, regardez. Alors, comme on n'a pas de micro à chef, je vais vous demander de venir poser la question directement ici. Je te passe le micro là. Le temps qu'elle arrive, je voulais dire aussi que j'ai mis quelques livres là, qui sont aussi un peu des ressources pour moi, dont un des livres aussi qui a été sous la direction de Fola, sur les cultures urbaines dans la Caraïbe. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre, j'avoue sincèrement qu'il y a plein de parties surlignées qui m'ont vraiment intéressée. Il y a aussi le livre de Lil Wayne,
Gone Till November, que j'aime aussi pas mal. C'est un livre qui n'existe pas en français, mais qui est en version originale. C'est un livre qu'il a écrit lorsqu'il était en prison en 2016. Il a écrit à Rikers. Rikers, qui est une prison qui est en train de fermer là, parce que c'est l'une des prisons les plus dures. C'est une prison hyper violente qui a créé énormément de mal chez la population noire. Pour ceux qui savent, qui peuvent rechercher, Khalif Boller par exemple, qui est une des victimes de ce système qui a été instauré à Rikers Island, qui était d'ailleurs un jeune homme innocent qui s'est suicidé lorsqu'il est sorti parce qu'en fait il était vraiment victime du système. Il y a aussi le livre de Tupac, que j'aime beaucoup. Hier, The Rose That Grew from Concrete. J'ai aussi, donc c'est un livre de recueil aussi de plusieurs écrits de Tupac, de poèmes, de petites pensées aussi de Tupac. J'ai aussi un autre livre que j'aime bien aussi sur le rap, sur l'histoire, ça s'appelle The Rap Yearbook. C'est toutes les années, tous les artistes qui ont été vraiment qui ont été vraiment des influences en tout cas dans le rap musique, donc Ice-T, NWA, Tupac et tout, ça raconte les histoires et tout. Et puis j'ai ramené aussi, j'aurais pu en ramener plein, mais j'ai choisi vraiment ceux-là parce qu'ils représentent des choses. Et j'ai ramené aussi le livre de Jay-Z, Decoded, qui est un livre aussi que j'adore, qui n'existe pas, je crois, en version française. Mais c'est un livre qui décode des morceaux de rap, de musique rap qui ont eu vraiment une importance à des moments et qui en fait les replace dans leur contexte. Voilà. Et c'est un livre qui est hyper intéressant. Voilà, j'ai fini. Donc, Béatrice Geneviève, service santé, donc Cap Excellence. En fait, c'était pas tant des questions, je voulais juste réagir sur deux choses. La première concernant donc le mot nigger. En fait, j'ai vécu plusieurs années aux États-Unis, donc entre New York et aussi Baltimore. Et la petite anecdote, c'est que pour moi, et d'autant plus française et guadeloupéenne, ça a toujours été très difficile à comprendre la question de l'utilisation du mot nigger. Et donc, quand je suis arrivée vivre aux États-Unis, j'étais très, très dans l'idée de dire, mais quelle horreur ces gens-là. Et en fait, il y a deux anecdotes en fait. Donc, à une époque, j'étais beaucoup sur Baltimore et ça nous arrivait en fait d'organiser des soirées à Baltimore. Et la première soirée qu'on avait organisée, donc il y avait un club de striptease juste en face de là où on faisait la soirée. Et il y a des jeunes qui sont arrivés, mais bien, des filles vraiment sexy, des jeunes noirs américains, mais bien surtout, bien quoi. Et quand ils arrivaient, ils vous disaient bonjour, etc. Et la première chose qu'ils vous demandaient, où sont les salopes et où sont les négros? Et donc en anglais, bien sûr, where are the bitches, where are the niggas? Et bon, ouais. Donc, toujours très décontenancé, bon, on disait, bon, ils sont pas encore arrivés, quoi. Voilà, parce qu'à un moment donné, bon, voilà. Et petit à petit, ben, on a dû comprendre qu'ils s'exprimaient comme ça. Et qu'à un moment donné, ben, on peut pas aller de but en blanc leur dire, mais voilà, vous n'êtes pas de bons Africains-Américains de vous exprimer comme ça. Et l'autre petite anecdote, c'est qu'un jour, on était à un bar, en fait, donc j'étais avec un noir, mais d'origine anglaise. Et donc, il y a un autre noir qui arrive, jeune, etc., branché, etc. Et à un moment donné, le pote lui dit, may I help you, sir? Et il nous a regardé en disant, what's wrong with you, nigger? Et il a super mal pris parce qu'il a pensé que juste le fait de lui dire, may I help you, sir? On se foutait de sa gueule. Parce que tout le monde, normalement, se dit, what's up, nigger, etc. Donc, il nous a pris vraiment comme des gens qui ont volontairement émis quelque chose pour pouvoir l'offenser. Donc, je pense que c'est parfois très difficile pour nous de comprendre ce langage-là et qu'il y a un moment donné besoin pour nous-mêmes de déconstruire un certain nombre de choses avant de pouvoir à un moment donné aussi porter des jugements, c'est comprendre dans quel contexte ces choses-là se situent. Donc ça, c'était la première chose. Et l'autre chose, c'était sur les femmes noires et gris. C'est juste pour dire effectivement qu'on est beaucoup sur de l'image pour avoir vécu aux États-Unis
Et il y a, derrière l'image, il y a aussi la réalité. La réalité, c'est des femmes noires qui, certes, struggle, hein, qui passent des moments difficiles, mais beaucoup de femmes noires qui ne sont pas du tout dans ce schéma-là. Et malheureusement, on ne communique pas assez sur ces femmes noires qui réussissent, et qui réussissent sans être des femmes aigries, sans être des anciennes, excusez-moi, des anciennes bitches, voilà, qui réussissent dans cette société-là, difficilement, mais qui réussissent. Voilà, donc c'est un peu, voilà, je pense que c'est important des fois de parler un peu aussi de la réalité derrière les images. Bonjour à tous, Madeleine Girapin, responsable de la mission jeunesse au conseil départemental. Alors Amélie Gualabel, nous travaillons depuis quelques années déjà avec Gualabel et je me dis super, je suis sortie de mon bureau et ça m'a permis depuis hier de découvrir, de voir encore la femme engagée qu'elle est et ça me permet donc maintenant de faire le lien avec les remarques que je souhaiterais faire. La première remarque, c'est vous dire qu'au mois d'avril, j'ai eu la chance de travailler avec le réseau, le dispositif Média Jeunes, qui est un réseau très centralisé sur Cap Excellence, qui fait un travail très intéressant avec un certain nombre d'associations. Et je discutais et j'échangeais avec ces jeunes, qui sont pour beaucoup de jeunes adultes, hein, entre 25 et 30 ans, des jeunes qui sont dans les quartiers, très actifs. Et quelque chose m'a interpellée. Ces jeunes qui sont étudiants, qui sont déjà de jeunes adultes, engagés, m'ont dit, parce que je leur parlais d'une jeune Guadeloupéenne de 18 ans, qui est aujourd'hui chef d'entreprise, qui est en train de passer le bac et qui fait de la production d'huile, de beurre, de produits de notre pays, ils m'ont dit, alors j'avais dit, mais j'ai rencontré cette jeune femme et je ne revenais pas parce que j'avais déjà entendu parler d'elle et je l'ai rencontrée. Et je souhaiterais vraiment que vous puissiez, dans le cadre du réseau, du dispositif Média Jeunes, parler d'elle. Et ils m'ont dit, mais madame, si vous connaissez d'autres jeunes Guadeloupéennes, des Guadeloupéens qui font des choses, présentez-les-nous. On n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle guadeloupéen. Et je me suis dit, mais c'est chaud quand même. C'est chaud parce qu'aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, on a des gens extraordinaires. On a des jeunes qui font des choses extraordinaires. Et quand on parle de décrochage scolaire, on parle de jeunes en difficulté de 12, 13, 14, 15 ans, mais pour moi c'est au collège qu'on devrait déjà présenter ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ces gens qui font des choses. Alors ça revient à mon questionnement sur qu'est-ce qu'on donne à voir à nos enfants. Et j'adhère complètement à cette image qui se répercute aussi dans la relation homme-femme. Et là, peut-être que je vais dire des choses qui ne vont pas plaire aux dames, mais en tant que femme, on n'est pas toujours très cool avec les hommes. Parce que quelquefois, un couple homme-femme, peut arrêter de s'aimer. Mais le couple parental, les parents doivent rester à la verticale pour leurs enfants. Et malheureusement, on a trop de femmes dans notre société qui règlent leur compte avec les hommes à travers les enfants et qui en font des otages. Tant qu'ils sont petits, qu'ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça va. Jusqu'à 9 ans, ça va. Mais après, on n'imagine pas le boomerang que ça fait. Et aujourd'hui, je vous le dis avec des frissons, aujourd'hui, on a énormément d'enfants dans les collèges qui sont les victimes de ces règlements de compte. Et ce ne sont pas des comportements qui sont liés seulement à certaines catégories socio-professionnelles.
Mesdames, c'est partout. Donc, rappelons-nous, à une époque, je n'en fais pas l'apologie, hein, pas du tout. Rappelons-nous à une époque, le monsieur dans la même rue avait fait des enfants avec 3, 4, 2 dames, dans la même rue. Quand c'était pas, on va dire dans le même quartier, après on va préciser dans la même rue. Mais ces femmes-là, les enfants jouaient ensemble. Quelquefois, il y avait une qui n'irait jamais embêter la dame mariée, mais l'enfant savait que son papa, c'était le monsieur qui était marié et qui habitait au bout de la rue. Il y avait un rapport qui était différent. Je crois qu'aujourd'hui, et Amélie, quand elle dit ça, moi, ça fait résonance sur ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que, dans le rapport, et du coup, quand on a formaté nos enfants avec ce règlement de compte constant face à l'homme, la jeune femme que vous avez élevée, le jeune homme que vous avez élevé, quel espoir vous lui donnez dans le couple? Quel espoir vous lui donnez dans sa vie d'homme et de femme, dans sa construction, et donc même dans ce qu'il pourra transmettre, lui, à son tour, à ses enfants? Parce qu'on est dans quelque chose qui est puissant, et Amélie le dit, cette image de la femme noire et de l'homme noir. Combien de femmes vous disent, on dit, ah, oula, bon, sauvage, ah, ces messieurs, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas tendres, et qui, spontanément, allaient vers autre chose. Parce que notre image, par rapport à l'amour, par rapport à la tendresse, par rapport à l'affection, n'est pas associée obligatoirement à ce que nous sommes et à l'incarnation. Donc, on a plein de choses, mais vraiment plein de choses à casser pour reconstruire et pour nous reconstruire à la verticale. Pourquoi pas, au lieu de leaders, des reines et des rois? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, en plus, et elle a raison, elle disait, elle a vu des bouches ouvertes, mais vous vous rendez compte qu'il y a des enfants qui, dès l'âge de 3 ans, 2 ans, puisque la télé c'est une babysitter, n'écoutent que ça et n'entendent que ça. Donc nous sommes dans une programmation. Donc j'ai envie de vous dire, on a beaucoup de travail, hein, mais il y a des hommes et des femmes qui font des choses extraordinaires, qui luttent, qui mettent en place des outils. On n'est pas utopiste, mais on doit continuer à se battre. La réhabilitation de l'homme noir est une longue marche. C'est, comment s'appelle-t-il, le conservateur de Gorée qui m'avait dit ça, et je crois qu'il a raison. Voilà. Juste vous dire que c'est une longue marche, mais ce n'est pas une marche utopique. Je vais peut-être juste vous rajouter un truc, c'est que je me permettrai de t'envoyer par la suite quelques liens pour que tu repartages aux personnes qui se sont inscrites, en tout cas dont tu as pour qu'ils puissent se nourrir. Mais il y a, je vous dis franchement, je suis une amoureuse du hip-hop, moi. Donc moi, j'écoute tout le hip-hop. Vraiment, j'adore la musique urbaine. J'écoute pas que ça, j'écoute même du rock, j'adore le rock aussi. Le rock métal, j'aime ça. Donc j'écoute vraiment des trucs très éclectiques quand même. Donc là, il y a le dernier Damso qui est sorti, moi je l'écoute. Moi j'écoute, je la consomme vraiment. Maintenant, je la consomme avec un esprit alerte. Parce que comme je vous dis, je réfléchis aussi beaucoup à l'impact. Mon fils est hyper important dans cette idée. Mon fils a vu énormément de... Mon fils a 9 ans, mais mon fils sait c'est quoi le Black Panther Party. Mon fils sait que le crack est une drogue qui a été créée pour les Noirs, à l'origine. C'était la drogue d'ailleurs du noir, qui est pour détruire la communauté noire et pour détruire les puissances noires. Mon fils sait qui est Fred Hampton.
Voilà, ce qui était considéré comme un jeune homme noir aux États-Unis qui pouvait mener des troupes et changer la donne et qui a été assassiné par le FBI. Mon fils sait qui est Khalif Bowler et quand je vous dis ça, je le dis vraiment avec énormément de fierté parce que Khalif Bowler, c'était un jeune homme qui a été victime de violences policières. Mon fils sait énormément de choses sur les rapports de la police et des jeunes noirs. On voyage énormément et il est important pour moi qu'il sache aussi comment on s'adresse à lui, pourquoi on va s'adresser quand on est aux États-Unis, les codes des États-Unis et du rapport qu'il y a entre les Noirs et la police à des endroits et de ce qu'il est capable de subir en tant que jeune homme noir. Je vous dis tout ça parce que c'était hyper important pour moi aussi dès maintenant, il réfléchisse. Je voulais qu'il réfléchisse dès maintenant. Je ne sais pas combien de temps j'ai sur Terre, en fait. Donc, je ne pourrais jamais me prendre assez tôt à lui inculquer tout ça. On pourra toujours croire que c'est trop tôt, il est trop jeune, il ne va pas comprendre, vous allez construire un... si je construis un militant, c'est pas mal. Mais je ne suis pas là pour dire que je vais construire quelqu'un qui va être président demain ou changer la Guadeloupe, je ne sais pas ça. Mais je lui prends le plus tôt possible parce que je ne sais pas combien de temps j'ai sur Terre. C'est la chose qui ne m'est pas garantie. On ne m'a pas livré avec un temps... voilà. Donc, je ne sais pas. Donc, tant que je peux faire, je fais. Et il est important pour moi qu'il soit conscient du monde dans lequel il vit. Donc, quand je lui dis, j'ai pas trop envie que tu regardes ce morceau-là, j'aime pas. Il me dit, ah oui, parce qu'il dit ça dedans. Je dis exactement, et j'aime pas. Et on en a parlé, lui et moi. Quand j'ai commencé à travailler avec des personnes sous main de justice ou autre, parce que j'ai des amis qui sont en prison, ou parce que même j'ai des gens de ma famille qui sont en prison, ou des proches, pour X, Y raison, c'est important pour moi qu'il sache qu'il n'a pas quelque chose de construit, là. Tu n'es pas appelé à être ça. Mais je suis consciente aussi qu'il y a plus de jeunes hommes noirs en prison qu'à l'université. Je dis bien... Aux États-Unis, c'est 1 sur 4, je crois. Oui, aux États-Unis, c'est 1 sur 4, mais aux États-Unis, il y a vraiment un rapport particulier parce qu'il y a eu beaucoup de reportages, de documentaires qui ont vraiment montré le rapport entre l'esclavage et tout ça, parce que le 13e amendement, vous connaissez, le 13e amendement est quand même l'amendement qui a remplacé l'esclavage, en fait, qui a rendu l'esclavage légal. Tous libres sauf les criminels. Voilà. Et il a été plus facile de mettre les Noirs en prison pour les rendre esclaves du système. Mais on en parle aux États-Unis. Quand moi j'ai commencé à faire des recherches sur ça, il existe un seul livre qui parle de ça. Il s'appelle Prison en France. Et la seule donnée que l'on peut trouver, c'est que 90% des détenus en France sont musulmans. Et il n'y a pas des masses de blancs, je sais pas, mais il y a beaucoup d'Africains et d'Arabes dedans. Donc, ça veut dire que certaines catégories de personnes se retrouvent plus facilement en prison. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ça va être plus simple pour eux d'arriver là que d'arriver sur les bancs d'université ? Et je le redis, je ne suis pas là pour dire ils ont fait... Mais comment ça se fait que le cheminement dans la tête soit plus facile d'aller vers le crime que d'aller vers une vie plus rangée ? Est-ce que vraiment c'est eux qui ont choisi d'aller là ? Ou est-ce qu'on n'a pas créé de nouveaux esclaves ? Moi, c'est des questionnements que j'ai. Et je vous le redis, je ne suis pas une personne qui s'appuie toute seule sur l'esclavage pour dire oui, mais non, mais on a vécu ça, c'est normal. Mais en même temps, ça fait partie de notre histoire. Et ne plus s'en servir de cette histoire pour en faire un objet de il faut qu'on gagne ça, il faut que vous nous payiez ça. Mais réaliser que cette histoire-là a causé des dommages chez l'épigénétique. Elle a causé des dommages. Et dans la transmission génétique, je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'épigénétique, mais on estime que la douleur, la souffrance se transmet par les gènes. Et qu'un peuple qui a été, donc des Noirs, vont plus facilement transmettre leur souffrance et transmettre ça à leurs enfants que de transmettre en fait des personnes équilibrées, enfin qui vont bien avec la vie. Ça veut dire que
nous pouvons aussi changer ce que nous sommes en train de transmettre. Et oui, le passé est important. Le passé est hyper important, de commencer à comprendre que moi, je vous le redis, ça m'importe de voir mes enfants rentrer de l'école et de n'avoir comme info sur leur histoire antillaise et de base d'histoire antillaise que l'esclavage. Que nous sommes un peuple d'esclaves. Mais on leur transmet que ça. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça cause en termes d'ancrage. L'image de soi. On ne se représente qu'en tant qu'ancêtre d'esclaves. Mais avant d'être des esclaves, on était quoi? Mais même si on n'était pas des rois et des reines en plus, on n'était pas des esclaves. Et notre histoire, transmise en éducation, ne démarque là. Et à chaque fois qu'on parle de l'histoire des Noirs ou des Antilles, il y a toujours une guerre ou il y a toujours un rapport de force. Mai 67, on va vous en parler, mais c'est du rapport de force. Ça veut dire qu'il y a de la violence dedans. On ne vous parle de l'histoire noire qu'en termes de rapport de force. Ça veut dire que, hormis mai 67, hormis l'esclavage, on n'a jamais été au KLM. En fait, on n'est pas bien. En fait, on ne sait pas construire autre chose que d'être un peuple en grève. Mais est-ce que vous réalisez que dans un livre, on va vous parler de LKP de 2009, donc d'un rapport de force. On transmet un rapport de force à nos enfants. Une image que de rapport de force avec l'État. Vous êtes étonnés de récolter des gamins qui ne croient pas dans l'État dans lequel ils vivent. On n'est plus fiers d'être pointois, et je ne dis même pas guadeloupéens, parce que maintenant ils vont être pointois, comme on est parisien, comme on est marseillais, avant d'être français. Aux États-Unis, ils peuvent subir ce qu'ils veulent. Ce sont des Américains, et God bless America. Voilà. Vraiment, je tiens à te remercier pour ces éléments que tu ajoutes pour notre grille de lecture, puisque ce sont des discours qu'on n'entend pas aussi facilement. Et j'apprécie comment tu as articulé tout ça, comment tu l'as synthétisé pour l'exposer aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est passé très vite fait, j'en ai parlé hier, s'agissant du contexte dans lequel le rap est né. Tu l'as rappelé aussi, l'état de ces quartiers, les conditions de vie, les brutalités policières auxquelles les Noirs sont sujets. Quelque part, leur rapport à l'autorité peut s'expliquer aussi par là. Les injustices dont ils sont victimes, la violence dont tu parles, c'est une violence aussi, peut-être pour une recherche d'émancipation, peut-elle se faire autrement? Beaucoup citent Frantz Fanon par rapport au damné de la terre, qui parlait de cette nécessaire violence pour se libérer d'un système d'oppression très violent aussi. Et je rappelais aussi la question ou du moins le morceau The Message, qui a été l'un des premiers à parler de la condition du noir. Parce que dans ces ghettos, c'est une situation d'exclusion. Ça veut dire qu'est-ce qui leur est proposé en termes d'insertion? Ce n'est pas la voie institutionnelle. Ils sont obligés de recourir à d'autres voies. Et malheureusement, ils s'y laissent les plus aussi. Béatrice, c'était ça. Alors, on va prendre encore quelques réactions. J'aimerais bien savoir comment tout ce qui a été dit a résonné chez vous. Est-ce que vous avez eu cette lecture des choses? Et on pourra faire une courte pause et passer ensuite à l'intervention de Steve. On va tourner sur un micro.
Oui, en fait, c'était juste encore quelques réflexes, quelques remarques, mais je vais faire vite. En fait, en plus, c'est en vrac, donc je suis désolée. C'est juste pour dire, concernant, parce que tout à l'heure, tu évoquais la question de la connaissance de notre histoire, etc. Moi, quand j'ai quitté la France, que j'ai été vivre aux États-Unis, j'ai quitté la France en me flagellant, en pensant que parfois, être aux États-Unis, ben finalement, quelque part ça pourrait être mieux, et d'autant plus que j'ai vécu à une période aussi aux États-Unis où c'était la période d'Obama, on était sous la présidence d'Obama. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il ne faut pas que nous non plus trop ici, qu'on se flagelle trop. Ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, on a tendance parfois, ça c'est mon ressenti, je ne sais pas ce que les autres personnes qui ont vécu là-bas diront, on a tendance à penser qu'ils sont super en pointe sur la question des African Americans, parce qu'il y a aussi des African American Studies. Certes, ils font beaucoup de choses, mais la majorité, dans ce que j'ai pu rencontrer, la majorité des African Americans, bon, parfois ils s'arrêtent à juste American, l'African, ils le zappent. Donc, eux aussi, de leur côté, malgré toute l'histoire positive qu'ils ont, il y a aussi beaucoup de travail à faire aux États-Unis pour que l'Américain noir moyen se reconnaisse aussi dans une histoire aussi africaine, etc., etc. Donc, là où je pense qu'ils ont eu beaucoup plus de chance que nous, entre guillemets, c'est qu'il y a eu la possibilité, pour un moment donné, de développer ce qu'on appelle l'African American Study. C'est aujourd'hui, il y a des intellectuels, il y a des facs, il y a des mouvements qui, à un moment donné, travaillent très largement à faire reconnaître un peu ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ici, mais je dis aujourd'hui, ce qui nous manque peut-être aux Antilles, c'est que cet aspect-là soit un peu plus développé, qu'il y ait de vraies études, de vraies recherches sur ces questions-là. Et on manque un peu de ça encore aujourd'hui. Mais je crois aussi que le système, on va le dire très clairement, le système post-colonial et néocolonial dans lequel nous sommes fait que des fois ces choses-là sont compliquées. On n'a pas par exemple des études ethniques en France, alors je dis pas, je suis encore réservée sur est-ce que c'est positif ou pas, mais je pense que c'est nécessaire. Aujourd'hui, il y a besoin quand on parle de délinquance en France métropolitaine, en France hexagonale, il y a besoin de savoir qu'est-ce qu'on met derrière le mot délinquance et qui on met derrière le mot délinquance. Donc voilà, ça nous aiderait aussi peut-être à objectiver un certain nombre de choses qui parfois sont très, très subjectifs, etc. Donc il y a cet aspect-là, et il y a l'autre aspect que j'ai oublié, mais peut-être que ça me reviendra. Mais voilà, c'était pour dire, à un moment donné aussi, il faut replacer l'exemple américain aussi dans un contexte, voilà, ne pas trop se flageller. Nous aussi, on commence à se réveiller, à apporter un certain nombre de choses, et que voilà c'est ça. Merci. Alors pour revenir à des aspects plus de prévention, donc elle a abordé comment les clips lui permettaient d'aborder différentes thématiques. Et il y a une thématique qu'on développe aujourd'hui en partenariat avec l'Éducation nationale qui consiste à renforcer les compétences psychosociales des élèves. Et tu en as parlé quand tu disais qu'il s'agit de créer une génération de jeunes hommes, d'hommes, femmes, conscients de ce qui se passe autour d'eux, conscients de leur environnement, qui ont un esprit critique, qui savent analyser les choses, qui ont les connaissances et les grilles de lecture pour décoder tout ça. Et j'apprécie que tu aies ramené aussi tout ça, pour montrer que c'est pas comme ça. Il y a des fondements, et voilà, ça s'entend quand tu parles, la culture, l'immense culture que tu as. Et parfois c'est complexe, ça demande de mobiliser des connaissances issues de domaines différents, vous voyez. Et depuis hier, ce qu'on fait, c'est qu'on est sur le vécu, et ça c'est une matière qui est très précieuse pour la construction des actions, puisqu'on en a parlé trop souvent, les actions sont hors sol, totalement déconnectées, en décalage. Là depuis hier, on est en train de mobiliser des éléments de vécu. Et pour nous, acteurs de promotion de la santé, c'est la base, c'est avec ça qu'on travaille. On commence nos séances d'animation par faire émerger les représentations. Tu l'as dit, qu'est-ce qu'il y a là? C'est le point de départ. Est-ce qu'on est bien en face? Vous êtes d'où? Vous partez d'où?
Je veux cheminer avec vous, mais est-ce que j'ai bien compris d'où vous partez? Parce que on va peut-être pas faire le même chemin. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Voilà, les questions, c'est là. Bonjour à tous. Alors moi, j'aurais une question. Plus je suis en Guadeloupe, plus je manque dans la Guadeloupe. Et pas plus j'ai des enfants, mais depuis que j'ai des enfants, je prends conscience de l'importance du lien avec l'histoire. Parce qu'en effet, tout cela ne sont pas juste le produit d'une actualité. Il y a toute une histoire derrière ça. Et j'aurais voulu savoir comment, dans tes ateliers, comment tu fais le lien avec ce qu'ils vivent aujourd'hui et puis cet aspect historique des choses. Alors je vais toujours vers l'histoire à chaque fois. C'est-à-dire que quand je démarre avec la vidéo, de la musique ou autre, comme je dis, ça dépend du sujet qu'on va aborder. Si je parle de drogue, comme je disais, je vais vers l'histoire. Je vais leur dire, bon, vous savez quand même que le Cointel Pro, est-ce que vous connaissez cette partie de l'histoire? Est-ce que vous savez que le crack était appelé une crack drogue du noir? Je veux qu'ils sachent, qu'ils aient toutes ces connaissances en main. Moi, c'est des choses qui m'ont été enseignées par mon père, tout ça. Donc, tout ce qu'il m'a enseigné quelque part m'a permis d'être... Moi, j'ai jamais fumé. Je ne buvais pas avant l'âge de 30 ans. Voilà. Et maintenant, j'ai l'alcool joyeux aussi. Mais ça m'a jamais attirée. Ça m'a jamais attirée parce que mes parents, mon père m'a expliqué tout ça. Et c'est comme... Plus on m'a rendu fière, mes parents m'ont vraiment rendu fière d'être noire. Vraiment. Et à l'aise, en fait. Quand je vous dis ça, c'est vraiment sans mettre personne de côté. Je suis juste fière d'être noire. Ça ne m'empêchera pas d'être amie avec un blanc, avec une personne d'origine asiatique ou autre. Juste, je suis très très à l'aise avec le fait d'être noire. Et donc, je n'aurai aucun mal à le mettre en avant, en fait. Ce que je dis par là, c'est que dans cette fierté, et en connaissant l'histoire, je ne peux pas rentrer dans la drogue. Je veux dire, s'ils ont fait ça vraiment pour me... Ça m'arrange pas, donc je vais toujours vers l'histoire. Je leur parle de notre histoire. Oui, mais j'ai beaucoup de... Comme je vous dis, mon papa était... Alors je ne les ai pas amenés aujourd'hui, j'allais les amener, mais j'ai des encyclopédies qui ne sont plus éditées, de l'histoire des Antilles. Des vieux bouquins de l'histoire des Antilles. J'ai vraiment énormément de livres, d'encyclopédies, parce que je veux dire, un livre que j'ai lu quand j'ai commencé à lire, on prend dans la bibliothèque qu'on a quand on commence à lire. Le premier livre que j'ai lu, c'est Rouge et le sang des Noirs. Ensuite, il y avait du François Nom. J'étais obligée d'y aller. Mon père, dans les années 90, il m'a emmené sur des manifestations pour libérer Mandela. Mon père était un syndicaliste en France qui... Voilà. Et il m'a emmené sur des choses. Et mes enfants, j'ai fait le même cheminement, en fait. Donc, quelque part, comme je vous dis, mes enfants sont mes premiers... c'est mes rats de laboratoire. Donc, quand j'ai vu que ça fonctionnait un peu avec eux, j'emmène ces jeunes vers l'histoire. Et donc, vers aussi l'histoire de la rap musique. De ne pas croire que c'est une musique qui est là juste pour faire bébelle. Elle a eu aussi son cheminement, elle a eu aussi son parcours. Et que comme quelque part Béatrice l'a dit, de ne pas prendre toutes ces choses qu'ils vivent comme une espèce de dream, tu vois, c'est Gucci, mais Gucci a une réalité. Il y a une réalité derrière Gucci. Ils vivent des vies très dures aussi. Les quartiers à Atlanta, les ghettos à Atlanta, ce ne sont pas les ghettos en Guadeloupe. Et juste encore pour répondre, c'est que quand je vois qu'un projet, dans ce qu'on est en train de construire, s'arrête quelque part, il y en a un autre qui va naître dans la structure. Par exemple, du projet, de l'idée de dire, mais c'est pas un rêve ce qui se passe en Jamaïque.
Quand un Jamaïcain, lui, tombe malade, il tombe malade. Il n'y a pas de petite carte verte. Il le rend bien. Tu vois? Et parce qu'on se plaint. Mais comprenons aussi ce qu'on a. Et donc, politiquement, c'est hyper important aussi, politiquement, qu'il y ait une connaissance politique. Qu'on ne subisse pas juste. C'est pas un héritage, la politique. Donc, on n'élit pas un maire juste parce que c'était son papa qui était là. Il y a des notions. Mais ce que je veux dire, c'est que on doit être alerte sur. Donc, forcément, historiquement, je prends dans tout, moi. Vraiment, c'est pour ça aussi que je me questionne dans tout et je vais dans tout. Je lis énormément de choses. J'ai d'autres livres là, de Angela Davis. Je lis du Maya Angelou, mais quand on lit du Maya Angelou, c'est magnifique. Donc, je lis du Maryse Condé. Voilà. Ben, Maryse Condé, c'est ma Maya Angelou aussi locale. On a des choses ici aussi. Donc, il y a déjà des questionnements qui ont été abordés aussi dans les livres. Je les prends et je leur dis qu'ils ont aussi des ressources à aller voir. Mais c'est important de tout replonger historiquement parce que c'est pas du rêve. C'est pas un rêve. Mais dans la construction, donc comme je vous dis, quand on a vu la limite de l'atelier, de leur dire mais c'est pas un rêve en Jamaïque, il fallait commencer à créer des rencontres. Donc on a commencé à faire de la mobilité. Et en faisant de la mobilité, on va emmener un jeune homme de La Croix, de Vieux-Bourg, de Grand-Camp, dans un autre ghetto, dans un autre pays. Je parlais de l'aspect reconnexion avec l'Afrique. Voilà. Historiquement, quand on en parle, voilà, on essaye de redonner aussi les bases aussi on ne démarre pas à l'esclavage. Et dans des questionnements que j'ai avec eux, parce que quand, par exemple, comme je vous dis, on aborde différents domaines, mais quand on va aborder comment tu te vis en société, forcément, un jeune homme noir, je vais lui demander, mais ton histoire, tu pars d'où, toi? C'est quoi ton histoire? Tu viens... Moi, je viens de Mortenol, la SK, et il y a ça, et violet, rouge, ou violet, orange, tout ce que tu veux, mais il y a une espèce une représentation hyper limitée. Et d'ailleurs, plus elle se limite, plus on perd historiquement. C'est pour ça que je disais hier qu'on commence à figer les choses, on commence à leur expliquer l'histoire de Grand-Camp. À Grand-Camp, il y avait des grands frères. Mais c'est aussi, quand on explique l'histoire aux plus jeunes, c'est aussi important de faire comprendre aux plus âgés que vous avez aussi un rôle de transmission. C'est un petit peu aussi de votre faute. Si un gamin de Raspail, c'est pas c'est quoi l'histoire de Raspail. Et que la seule chose qu'il a comme représentation de Raspail, c'est qu'on va y trouver de la bœuf. Oui, il faut déconstruire aussi certaines choses, mais se rendre aussi responsable aussi de ce qu'on a construit. Un gamin de Raspail ne sait pas... Une fois, j'étais invitée au Memorial Act pour parler donc de la rue des Champions, parce que ça s'appelle la rue des Champions. Mais il y avait, excusez-moi, c'est pas méchant, il y a que des vieux qui s'auto-congratulaient. Ah, on a fait ça, c'était bien. Ouais, mais... Non, mais ça paraît super. Mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et moi, je suis partie. On m'a demandé d'ailleurs de m'exprimer quand je suis partie. Mais je l'ai dit. Je l'ai dit, il n'y a aucun intérêt pour moi d'être là, à m'auto-congratuler. Moi, j'ai fait ça dans le quartier. Parce que moi, on est une association donc, de Raspail. Voilà. À la base, on a été créé à Mortenol. Et maintenant, on est vers Raspail. Mais on est à Vieux-Bourg. Voilà. On voit que non. Mais moi, je trouve intéressant que les gamins de dehors sachent que c'est la rue des Champions. Parce qu'il y a une espèce de petite fierté que ça fait naître. Ah, moi, je suis issue quand même de ce quartier-là. Ça veut dire que, voilà. Parce que c'est bien de se dire, pas jouer avec moi. Parce que je suis ici de ce quartier en disant, il n'y a que des dangereux. Mais non, il y a d'autres... si on n'a pas de représentation... Il y a un des bâtiments qui s'appelle Bambuc, je crois, quelque chose comme ça. Il y en a d'autres qui... plein de noms. Mais aucune des personnes qui y habitent ne sait c'est qui. Ils ont inauguré entre eux. Ils se sont auto-congratulés.
Qui est Raspail? Enfin, il y a des questionnements. Gerty Damburi. Moi, je sais qui est Gerty Damburi. Elle écrit, c'est une femme qui fait des choses. Mais on a d'autres personnes. On a, je veux dire, on a beaucoup parlé de Michaud Chevry. Mais moi, je la trouve phénoménale, cette femme. On l'aime ou on l'aime pas. Mais phénoménale. Mais Gerty Archimède. Mais j'aime Maya Angelou parce que il a été plus facile pour moi de trouver sur Maya Angelou que de trouver sur ces femmes. Donc, je vais faire de mon mieux pour, en tant que femme noire, de transmettre. Mais je ne suis pas la seule. Voilà. Alors, je pense qu'on peut en rester là pour son intervention. J'avoue, à chaque fois c'est pareil, on a envie encore de l'écouter. Mais c'est pas fini. Il y a Steve aussi qui doit intervenir dans le prolongement. Et je vous l'avais dit, on est sur une rampe et on maintient, voilà, on redescend pas. Alors, vous pouvez vous dégourdir les jambes. Alors, ça va être très court, 5 minutes. Il semblerait qu'il y ait encore des petites choses à boire, à manger, un peu moins. Ok, mais je compte sur vous pour clac. Ok, et on attaque avec l'intervention de Steve. Merci à vous. Ok. Alors, elle a laissé, pour ceux qui voudraient.